Bonsoir ou rebonsoir, merci de nous retrouver sur RCI. Il s'est passé beaucoup de choses aujourd'hui sur le front de la guerre contre le Covid. Une bonne et disons une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est l'apparition des premières doses de vaccins Pfizer-BioNTech. Elles sont arrivées en France. La mauvaise nouvelle, mais on s'y attendait, c'est l'apparition du virus mutant également chez nous. Un jeune homme de 19 ans diagnostiqué à l'hôpital de Tours. Nous verrons ensemble s'il y a matière à s'inquiéter. Et pour décortiquer, expliquer, prendre de la hauteur sur toute cette actualité, j'accueille autour de cette table nos invités du soir. Benjamin Rossi, médecin infectiologue à l'hôpital Robert Ballanger à Aulnay-sous-Bois. Bonsoir. Judith Vintraube, journaliste politique au Figaro Magazine. Bonsoir. Roland Quérol, politologue, chercheur à Sciences Po. Bonsoir. Lui aussi à Sciences Po et à l'ESCP, l'économiste Michel Ruimi. Bonsoir. Bonsoir. Et nous commençons cette émission avec un grand témoin, un scientifique dont les lumières nous sont précieuses en ces périodes troublées. C'est le médecin, généticien, président de la Ligue nationale contre le cancer, le professeur Axel Kahn. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je voudrais d'abord m'adresser aux chercheurs. C'est une question que je pose beaucoup en ce moment aux scientifiques, mais c'est la question de la performance. Si on vous avait dit, professeur Axel Kahn, au mois d'avril, au plus fort de la première vague, si on vous avait dit dans 8 mois, nous aurons un vaccin, nous commencerons la campagne, très sincèrement, est-ce que vous l'auriez cru ? J'aurais d'autant plus cru que fin mars, j'ai été interviewé sur plusieurs médias et j'ai prédit qu'il y aurait un vaccin avant la fin de l'année et surtout avant la fin de l'hiver 2021. Donc vous voyez que je ne suis pas surpris. Vous diriez que la science a fait un bond en avant, décidément, cette année ? Oui, c'est incontestable. Il faut dire que cette maladie est une pression tout à fait considérable. Elle ne peut qu'être extrêmement incitative à aller de l'avant. Et la technologie qui a été utilisée par les Occidentaux, BioNTech et Moderna, quelques autres également, c'est-à-dire la technologie de l'ARN messager, permet d'aller beaucoup plus vite que par les anciennes méthodes. Et donc, à la fois, la science a été en défaut, puisqu'on n'a toujours pas de traitement efficace contre cette maladie et les choses ne vont pas actuellement dans le bon sens. Mais d'un autre côté, elle a su réagir avec effectivement la mise sur le marché de vaccins en des temps qui sont totalement invraisemblables par rapport à tout ce à quoi on était habitué. Donc, vous voyez, il y a les deux aspects de cette évolution, de cette curieuse histoire. Alors en France, on a beaucoup parlé aussi de Sanofi, qui est un peu en retard aujourd'hui. Est-ce que ça veut dire aussi, professeur, que Pfizer, BioNTech avait beaucoup plus de moyens, notamment avec les États-Unis, avec la FDA, la Food and Drug Administration, qui s'occupe de tout ce qui est sanitaire et médical aux États-Unis. Il y avait plus de moyens ? Je ne dirais pas que l'on peut dire cela. Oui, il y a eu des moyens tout à fait considérables, mais l'Europe également a mis des moyens en jeu. Le problème, Sanofi a fait le pari d'un type de vaccin dont ils ont l'habitude, qui est un vaccin euh, protéine. Une protéine, c'est le vaccin que l'on utilise contre l'hépatite S en particulier. Et ils ont eu un problème en cours de développement et le vaccin que l'on attendait pour le mois de mai, de juin, ne sera pas disponible avant la fin de l'année. Et donc, dans cette affaire-là, le choix de l'ARN messager, comme le choix de l'ADN, sans d'autres vaccins, évidemment, a permis d'aller beaucoup plus vite que toutes les autres méthodes. Les seuls qui n'ont pas été pris de court, car ils ont commencé auparavant et parce que leur force de frappe est tout à fait considérable, ce sont les Chinois qui ont pu développer, à part le vaccin ARN, à ma connaissance, ils ne se sont pas lancés là-dedans, qui ont pu développer tous les autres types de vaccins, le vaccin inactivé classique, mais également l'adénovirus, mais également les protéines, etc. On peut faire confiance aux vaccins chinois. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous regardent, qui disent « Moi, je vais être vacciné français avant tout et je me méfie de ce qui vient de la Chine ou de la Russie. » Alors, écoutez, le vaccin chinois, je suis comme vous, je veux voir les publications, les données, etc. D'un autre côté, il s'agit le premier vaccin, les deux premiers vaccins qui sont d'ores et déjà utilisés sur des millions de personnes. C'est Sinovac et Sinopharm. C'est la vieille technique qui consiste à prendre des particules virales et à les tuer, à les inactiver. Mais elle conserve naturellement la potentialité de développer une réponse immunitaire. Eh bien, ce vaccin-là, il est assez lourd à fabriquer, mais il est assez classique. En effet,
c'est un vaccin en lequel on peut avoir a priori une certaine confiance, nonobstant le fait qu'il faudrait en effet les résultats des publications. Mais il a été très utilisé au Brésil, à Bahreïn, je crois aussi, en tout cas aux Émirats arabes unis. Il est en train d'être utilisé au Maroc et il est utilisé au Venezuela et en Chine, naturellement. Je n'ai pas le décompte exact, mais je pense que 1 500 000 personnes se sont fait vacciner et les données plus précises viennent d'être publiées, à ce que je sais, au Brésil. Vous avez tweeté ce matin, professeur Kahn, et j'ai senti un peu d'agacement dans votre ton. Alors je vous cite, on va peut-être voir votre message à l'écran. Singulière communication du gouvernement sur le vaccin ou déclarer des réactions défavorables, la disposition à arrêter la vaccination. Ce que vous dites, c'est quoi? C'est de la communication négative? Non, je crois que c'est un peu de maladresse. La pharmacovigilance et la transparence, c'est absolument fondamental. Il faut que les gens soient persuadés qu'on va leur dire toutes les données, que l'on fait attention, que l'on va effectivement relever les effets, les réactions défavorables. Cela étant dit, ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire l'enthousiasme pour une protection vaccinale qui, je ne vais pas raconter de blague, c'est la seule manière de se tirer du mauvais pas dans lequel on se trouve aujourd'hui. Et ce que je disais hier, il y a une semaine, il y a 15 jours, est encore plus vrai alors que, on va en parler, j'imagine, arrive un mutant qui est nettement plus infectieux que le mutant actuel. Et il a commencé d'ailleurs de frapper la France. Aujourd'hui, si on veut sortir, c'est une espèce de cauchemar, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un rebond, il faut reconfiner, etc., etc. Il n'y a pas 36 000 manières. Il y en a une seule, c'est la vaccination. Alors évidemment, dans la transparence, en disant vraiment tout, dans la précaution, mais également avec l'enthousiasme. Alors, Oui, il faut la professeur, vaccination. justement, quand on regarde les derniers sondages, on a l'impression que plus on fait des sondages auprès des Français, plus ils refusent de se faire vacciner. Je crois que l'un des derniers chiffres donnait plus de 60% de Français qui disent « moi, je ne me ferai pas piquer ». Qu'est-ce que vous pouvez leur dire à ces gens-là? Alors, il n'y a pas forcément de la défiance, d'ailleurs. La défiance, c'est ceux qui disent « moi, je n'irai pas quoi qu'il arrive ». Mais j'ai l'impression que dans ces 61%, il y a beaucoup de gens qui se méfient, tout simplement, qui se posent des questions. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Alors, écoutez, je ne vais pas trouver le discours qui, d'un coup de baguette magique, va totalement transformer ce qu'est un peu ces 15 dernières semaines que l'on a vécues. Moi, j'ai entendu effectivement la communication officielle, je dois dire extrêmement précautionneux, ils ont totalement raison, mais manquant de l'élan, manquant de l'enthousiasme. Moi, ce que je peux leur dire, c'est que cette technologie, elle est brillante. Ce que je peux leur dire, c'est qu'aujourd'hui, on en est à 3 millions de personnes qui ont été vaccinées. Et autant que je sache, il n'y a pas d'accident majeur. Il y a eu des allergies, c'est vrai, mais la fréquence des allergies graves est de 1 sur 1000 environ. Et autant que mes chiffres soient à jour, la fréquence des allergies au vaccin est de l'ordre de 1 pour 100 000, elle est nettement inférieure. Et puis, de toute façon, dans cette affaire-là, ce qui est grave, c'est la Covid avec le virus que l'on connaît. Ce qui est encore plus embêtant, c'est la Covid avec le virus qui nous tombe dessus. Le virus anglais, comme on dit, mais il y en a d'autres qui sont également virulents en Alors, Afrique du Sud. justement, Ce n'est pas la professeur, vaccination. Alors, attendez, moi, je l'ai dit, j'ai demandé d'ailleurs au ministère de la Santé, je me ferai vacciner au premier jour de janvier. Je ne peux pas faire plus que montrer l'exemple, que voulez-vous que je vous dise? et on vous félicite. La Direction générale de la santé donne de nouveaux chiffres ce soir. D'abord, il y a cet objectif de 15 millions de personnes vaccinées avant l'été. Et puis, vous en parliez, ce jeune homme de 19 ans, asymptomatique, donc, qui a été diagnostiqué avec ce virus mutant. Il arrivait de Londres. Ce soir, la DGS dit que le virus semble être efficace. Le virus, le vaccin, vous voulez dire? Pardon, le vaccin, excusez-moi. Oui, mais alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que les vaccins, la réponse aux vaccins est une réponse, on dit polyclonale. Bon, c'est un mot savant, mais cela veut dire qu'en réalité, il y a toute une diversité, une population d'anticorps. Chacun des anticorps étant dirigé contre des motifs, des régions différentes de la grande protéine de spicule. La protéine de spicule, c'est cette espèce de clé qui rentre dans la serrure de la cellule et qui permet au virus d'entrer dans la cellule. Et par conséquent, si les mutations de ce que l'on appelle le virus anglais diminuent
l'effet de certains de ces anticorps, les autres sont toujours là. Et donc, il y a très peu de chances que des mutations ponctuelles comme cela suppriment l'efficacité du vaccin. Très, très peu de chances. Et donc, de toute façon, aujourd'hui, il faut se faire vacciner car, en effet, il doit être efficace. Et un des intérêts très importants du vaccin ARN, c'est qu'il est très facile à adapter à de nouvelles souches. C'est-à-dire que l'une des perspectives, c'est pas la plus réjouissante, me direz-vous, mais enfin, que voulez-vous, je vous dis la vérité, moi aussi. Une des perspectives, c'est que avec la vaccination, des formes, c'est classique après tout, des formes résistantes au vaccin apparaissent et qu'il faille se faire revacciner régulièrement, tous les ans, tous les 3 ans, je ne sais pas. Mais dans ce cas-là, un vaccin ARN permet très facilement d'adapter le vaccin aux nouvelles souches. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle dans notre malheur, si je puis m'exprimer ainsi. Le docteur Rossi est avec nous. Est-ce que vous souhaitez réagir? Non, mais je partage le fait que effectivement les vaccins ARN ont cette capacité-là, c'est-à-dire que actuellement on a une souche qui a muté, donc déjà les vaccins visent toutes les protéines, enfin toutes les antigènes de la protéine spike, donc ça fait plusieurs cibles et la mutation probablement diminue l'affinité de certains anticorps, mais pas de tous. Donc le vaccin doit rester efficace à des hauteurs qu'ils sont en train de redéterminer, mais il semble être encore efficace. Et si jamais il y avait une mutation majeure, cette technique-là permet de refaire des vaccins très rapidement. C'est vrai qu'il faudrait qu'on soit un peu plus enthousiaste en France pour la vaccination, mais c'est dans le monde aussi actuellement. On parlait de la science tout à l'heure. La science, beaucoup de gens ont vu cette année comme une période difficile pour la science et pour la médecine, puisqu'il y a eu des contradictions, etc. Moi, je ne crois pas. Je crois que cette année a été une période où les gens ont compris la complexité de la science et qu'une civilisation qui ne comprend pas la complexité des choses et à laquelle on doit toujours donner des choses simples, en général, c'est une civilisation qui ne peut pas combattre les problématiques d'avenir qu'on va devoir affronter, des problématiques économiques, des problématiques qui sont climatiques et puis sanitaires. Donc les gens se rendent compte que c'est complexe. La science avance doucement. Et donc les gens qui affirment rapidement ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire avant d'avoir montré les preuves, ceux qui ne doutent pas n'ont pas une méthodologie scientifique. Donc il y a toujours au départ, quand il y a un problème, des gens qui arrivent. Et tout ça, ça donne une impression de cacophonie. Mais on avance petit à petit. La science, au départ, avait des doutes, a commencé à émettre ses doutes, et donc on a confronté des hypothèses, des visions, et petit à petit, des pierres se posent, et on arrive à un édifice solide sur ce que c'est, ce qu'il y a, et puis encore plein de choses à découvrir. On arrive sur des traitements, puisqu'on a découvert quand même des traitements, tout à l'heure on disait ça, mais il y a quand même des traitements qui ont montré une efficacité. Il y a des gens qui disaient que ça allait être l'hydroxychloroquine, d'autres qui disaient que c'était le remdesivir. Finalement, c'est aucun des deux. C'est encore plus simple. On a trouvé les corticoïdes, puis on s'est rendu compte que les traitements antiviraux n'étaient pas très efficaces, mais que les traitements qui bloquaient l'inflammation pouvaient l'être. Probablement que le tocilizumab a une activité également pour bloquer les formes graves. Donc on avance petit à petit à la fois sur des traitements médicaux, à la fois sur un traitement préventif qui est une vaccination. Et donc la réponse scientifique, elle est là. Elle peut se passer vu qu'il y a beaucoup de gens et d'orgueil, malheureusement, qui se confrontent. Je n'avais pas tout télé. Je pense que l'orgueil est une problématique en science comme dans beaucoup d'éléments de la vie. Mais on avance petit à petit. Et je crois que les gens, il ne faut pas leur mentir, il faut leur donner toutes les données. Et je crois que la complexité qui est offerte aux yeux de tout le monde de la science, ça doit être quelque chose qui ouvre un peu plus les habitants de la France et du monde entier pour appréhender mieux le monde en général. C'est vrai qu'il fait du bien ce discours. Professeur Kahn, on a le sentiment que la France avance à son rythme. Le ministre Olivier Véran dit qu'il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Il vous convient ce tempo? On a parfois un peu l'impression qu'on dit aux autres pays allez devant, on vous rejoint. Écoutez, les problèmes sont complexes. Tout d'abord, la France n'a pas à sa disposition une quantité de doses de vaccins considérable. Et même si elle voulait faire beaucoup, beaucoup plus vite, je ne suis pas complètement certain qu'elle ait à sa disposition le nombre de doses de vaccins qui lui permettent de faire beaucoup plus vite. Il n'empêche que dans la réalité, selon moi, dans un monde idéal, ce n'est pas la bonne stratégie. La bonne stratégie, c'est celle qui est mise en œuvre, qui va peut-être être mise en œuvre aux États-Unis d'Amérique, qui est mise en œuvre en Israël, qui est mise en œuvre à Bahreïn, c'est-à-dire
on se lance dans une vaccination proactive extrêmement importante en essayant de vacciner jusqu'à 1% de la population chaque jour, ce qui est évidemment considérable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne veux pas du tout être alarmiste, ça ressemble à rien, mais je vous l'ai dit, je suis un scientifique, je regarde un peu les Français les yeux dans les yeux et je veux leur dire la vérité. Non seulement on savait que ce COV2 était une saloperie, qu'on ne s'en tirait pas spontanément, mais là encore, il ne faut pas raconter des sornettes. Le nouveau variant qui arrive, qui n'est pas plus dangereux, il est manifestement beaucoup plus infectieux. Mmh. Et donc, lorsqu'il aura remplacé l'ancien, il va changer réellement la donne. On ne va pas avoir le temps réellement. Je vous le dis franchement, on ne va pas avoir le temps. Et donc, il faut certainement, à l'impossible, nul n'est tenu, mais au maximum, essayer de pousser les feux de la campagne de vaccination qui seule sera protectrice comme il se doit. Il faut que nos pays recommencent à vivre. Il faut que l'économie reparte. Il faut que les gens qui ont mon âge puissent réembrasser les petits-enfants. Et aujourd'hui, moi, je n'ai pas de solution. La seule solution, c'est la vaccination. Roland Quérol, vous souhaitez intervenir? Oui, tant qu'Axel Kahn est avec nous, je voulais lui dire que, évidemment, il parle d'or sur tout ce qu'il a dit. Il y a un point sur lequel je mettrais un bémol, c'est lorsque Axel Kahn vous reprochait au pouvoir public le manque d'enthousiasme. Moi, je crois que c'est une communication astucieuse. On est passé en 4 mois de 26% de Français qui disaient qu'ils ne se feraient pas vacciner à 61% aujourd'hui parce que le vaccin approche. Les 26%, c'est plutôt des anti-vax. Et tous ceux qui se sont ajoutés, ce sont des gens qui disent « Moi, je ne veux pas essuyer les plâtres, je ne veux pas faire le cobaye, je vais attendre un peu, je vais voir d'abord. » C'est plutôt des gens qui doutent et qui sont dans l'attentisme que des gens qui sont contre. Et je trouve que par rapport à une communication qu'on a trop souvent eue sur le coronavirus, de gens sachant et affirmant ce que devaient faire les Français, je trouve que c'est pas mal d'avoir cette communication. C'est le professeur Fischer qui a commencé, puis il a été dans la même semaine imité par Macron, puis le Premier ministre, donc c'était vraiment concerté. C'est peut-être plus astucieux de comprendre, sembler même partager les interrogations des Français qui doutent, pour petit à petit, ils soient convaincus par la transparence et par les chiffres sur les effets secondaires, qui est la principale chose mise en avant, et que les gens soient convaincus. Donc je pense que ce n'est pas une mauvaise stratégie. Moi, ce qui m'inquiète un peu plus, et là je vais dans le sens de ce que vous avez dit pour terminer, c'est qu'on nous avait dit, il y a encore 8 jours, qu'on vaccinerait avant l'été entre 17 et 27 millions de Français. Excusez du peu la marge, 17 à 27 millions. 15 millions ce soir. Donc. Et 15 millions seulement ce soir. C'est-à-dire que non seulement on ne prévoit pas d'aller plus vite, mais notamment à cause de l'absence de doses programmées, on va même aller moins vite que prévu. Les Allemands sont entre 39 et 40 millions de prévisions d'ici l'été. Ça, je trouve ça extrêmement préoccupant et je trouve qu'au contraire, pour convaincre les gens, parce que moi, je suis persuadé que plein de gens seront clients pour avoir le vaccin, changeront d'avis. Dès les quelques premières semaines de vaccination, si les chiffres sont bons, il y aura plein de gens qui voudront se faire vacciner. Et dans ces conditions, il faut au moins qu'on soit capable de les vacciner. Est-ce que je peux répondre à Alain Quérol? Allez-y, professeur. Voilà, puisqu'il m'a interpellé tout d'abord. Bonjour Roland, comment allez-vous? On va vous laisser. Je ne fais la critique et je n'attaque réellement personne, mais je vais vous donner mon sentiment. À écouter, y compris certains de mes très, très, très proches amis, parler de la vaccination. À écouter également une communication officielle sur tous les sites où l'on allait pouvoir déposer les réclamations, on allait pouvoir signaler les effets indésirables, cette communication, on est prêt à arrêter, etc., etc. Alors que, sachant ce que je sais, comme on dit, et étant moi-même extrêmement proactif pour la vaccination, eh bien, des fois, je me suis demandé, mais après tout, avec cette communication, est-ce que j'ai toujours envie de me faire vacciner? Je vous le dis franchement. Et oui, il faut dire la vérité. Oui, il faut tout dire. Mais il y a des manières de le dire. Et je trouve que, c'est mon sentiment, je me trompe peut-être, mais je trouve qu'on est tout à fait en deçà. Et il y a 15 jours,
je passe souvent à la télé, comme on dit. Il y a 15 jours, j'étais assez optimiste. Je disais, écoutez, il y a 52-55% des Français qui sont prêts à se faire vacciner. L'immunité collective en région parisienne est à 26%, dans la France, elle est aux alentours de 15-16%. À 15-16%, vous rajoutez 50-60%, vous arrivez à 70% d'immunité. On est à une bonne immunité collective. Et ça permet sans doute de sortir au moins pour un moment de cette crise. Après 15 jours de cette communication que j'ai dite, je vous ferai remarquer, cher Roland Quérol, qu'on est à moins 12% de ces hésitants qui disent qu'ils sont prêts à se faire vacciner. Si on apprécie un succès à ces résultats, vous pouvez reconnaître avec moi que ça n'est pas probant pour le moins. Oui, mais il faut attendre l'événement vaccination réelle. D'un mot, Julie. Oui, certes. Moi, j'ai l'impression, je peux essayer peut-être de mettre Axel Kahn et Roland Quérol d'accord. Je pense que le gouvernement n'a pas le choix. Il n'a pas le choix parce que sa communication n'a pas été bonne depuis le début de la crise. Il a été pris en flagrant délit de mensonge, plusieurs de ses membres, Olivier Véran, Jérôme Salomon, devant notamment la commission d'enquête de l'Assemblée nationale, et jusqu'à très récemment, puisqu'on a eu la semaine dernière cet épisode de projet de loi alors que le président de la République venait nous expliquer que jamais il ne rendrait la vaccination obligatoire. Dans le projet, on apprenait que si on ne se faisait pas vacciner, on aurait des possibilités de vie strictement restreintes. Projet qui a été retiré devant le tollé général parce qu'en plus, on parlait d'inscrire, de rendre pérennes des mesures prises par l'état d'urgence sans que le Parlement soit saisi à chaque fois. Donc tous ces couacs font que l'exécutif n'a absolument pas le choix. Il ne peut pas assonner, il ne sera pas cru. Juste un mot pour finir. Nous sommes, depuis le début de la crise, le peuple le plus mécontent et le moins confiant dans la capacité de son gouvernement à gérer la crise. Ça ne se dément pas. Là, on vient juste d'être dépassé par la Suède, mais c'est tout récent. C'est pas tout à fait faux. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet avec cette campagne qui commence donc demain. Dans un hôpital et dans un EHPAD, ça se passe à Sevran et à Dijon. Et nous sommes maintenant avec le directeur de l'association des directeurs au service des personnes âgées. Bonsoir Romain Gisolm. Bonsoir. On va écouter quelques témoignages de pensionnaires. C'est pas obligatoire, donc pour l'instant je suis assez réticente. Servir de cobaye, c'est vraiment un peu gênant. Les personnes âgées, s'il y a un risque, c'est pas grave. Mais je serai jeune, j'attendrai avec un peu de patience le recul. Romain Gisolm, on sent que c'est partagé, que les gens s'interrogent, que finalement dans les EHPAD, c'est un peu le reflet de la société française. Vous sentez ça aussi, les remontées du terrain? Beaucoup de gens qui s'interrogent? Parfaitement. Toutes les questions que vous évoquiez jusqu'avant sont partagées également au sein de la population des personnes âgées qui vivent en établissement, comme certainement celles qui vivent aussi à domicile, et puis parmi les professionnels également, puisque dans cette première phase de vaccination, les professionnels qui sont susceptiblement vulnérables au coronavirus sont tout aussi concernés, et donc tout aussi partagés, interrogatifs sur un certain nombre de points. Michel Rumier, vous vouliez intervenir? Oui, je reviens justement sur la défiance. Moi, ce qui me surprend dans cette crise, c'est que toutes les controverses qu'on a pu avoir sur la médecine, qui généralement se confinent dans les colloques ou dans les revues, a été mise devant le public des téléspectateurs, etc. Et donc, d'un seul coup, les Français se sont aperçus que finalement, il n'y avait pas une unanimité. Et donc, d'un seul coup, cela participe aux interrogations. Avant, il y a toujours eu des controverses aussi bien dans différents champs de la science, mais c'est resté cantonné. D'un seul coup, on a fait une communication, et donc la médecine s'est retrouvée à devoir aller à droite ou à gauche, et donc d'un seul coup, les Français se sont dit « Waouh !» Du coup, on n'était plus aussi certains. Et donc, il y a aussi cette médecine qui a posé le cas. En même temps, ce qui s'est passé, c'est que le gouvernement, d'une certaine manière, a voulu avoir une démarche scientifique et n'a pas pris une démarche politique, et donc, à un moment donné, ça dit je m'appuie sur le scientifique et je ne prends pas de décision politique. Et donc, forcément, à un moment donné, au-delà des erreurs que Judith a notées, on arrive à cette interrogation qui sont réelles. Mais là, maintenant, il faut retisser un lien de confiance, de dire finalement, il y a une communication de vaccination qui est très importante.
Romain Gisholm, on a quelques chiffres ce soir. À Sevran, ce seront une dizaine de résidents et un médecin qui seront vaccinés demain. À Dijon, quelques résidents et un professeur en gériatrie, je crois. Vous savez, vous avez plus de détails sur le profil des gens qui vont être vaccinés demain ? Non, précisément, vous avez les informations que vous donniez. Ça va concerner 2 structures, donc quelques dizaines de personnes. C'est plus un lancement de campagne vaccinale symbolique qui se fera demain pour engager effectivement cette campagne. L'État veut certainement montrer sa volonté à aller vite sur cette question et à juste titre, parce que nous savons que les personnes âgées sont les premières victimes de cette épidémie depuis le début. Et donc, effectivement, il convient d'avancer. Alors après, les choses vont se faire dans les semaines à venir, parce que jusqu'à présent, d'abord, pour revenir sur les questions que vous évoquiez, pour permettre effectivement d'inciter à la vaccination, il fallait des éléments d'information qui puissent indiquer précisément comment le vaccin fonctionne, comment la campagne va se dérouler, quels sont les avantages ou les bénéfices à être vacciné. Et puis, il faudra que ça se fasse par le biais des médecins traitants. Nous savons que les Français ont plutôt confiance dans leurs médecins traitants. Ça aussi, ça va participer d'une certainement meilleure adhésion à cette campagne vaccinale. Mais dernier élément sur les questions de défiance. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que ce secteur d'activité a aussi en tête depuis 15-20 ans les promesses faites par les pouvoirs publics et par l'État pour améliorer le quotidien des personnes âgées et des professionnels, mais promesses qui sont restées vaines jusqu'à présent. Et donc, bien sûr que l'État doit aujourd'hui composer avec la défiance qu'il a lui-même créée depuis des années. Alors, les directeurs et directrices seront présents. Ils vont, comme chaque année pour la grippe, mettre en place tous les éléments qui favoriseront la campagne de vaccination décidée par l'État. Mais effectivement, il faut garder à l'esprit que, bien sûr, 20 ans de promesses non tenues, ça amène les gens à s'interroger sur ce que peut demander l'État. Alors, les directeurs d'EHPAD ont reçu un document, 45 pages, on va peut-être le voir à l'écran, j'ai pu le feuilleter. Est-ce que ça a rassuré vos collègues ou pas Mais écoutez, ça fait partie des éléments que nous attendions pour pouvoir effectivement mettre en place cette campagne. Nous avions demandé effectivement à l'État à ce qu'il travaille, à élaborer un document qui précise le protocole, je dirais, organisationnel, logistique. 2, qui précise également les éléments informationnels et de communication. 3, qui précise le cadre du recueil de consentement des personnes. Donc de ce point de vue-là, l'État a entendu nos demandes et a produit ce document qui répond pour l'essentiel à nos demandes, même s'il reste des interrogations sur les questions de consentement. Mais ça fait partie des éléments qui sont nécessaires pour pouvoir engager effectivement une campagne vaccinale, comme je dirais tout dispositif de santé publique. Vous savez, quand l'État pense qu'il est bon de se faire vacciner contre la grippe tous les ans quand on est public vulnérable, qu'il est bon quand on est femme d'un certain âge de procéder à un dépistage du cancer du sein, eh bien, il y a des éléments qui permettent d'organiser cela, d'expliquer cela et de faciliter l'accès à ces dispositifs de santé publique. Il doit en être de même pour la vaccination contre le coronavirus. Ça fait partie des éléments qui sont utiles pour permettre effectivement cette organisation. Professeur Axel Kahn, je crois que vous êtes toujours avec nous. Vous écoutiez ce que disait Romain Gisholm. Scénario catastrophe, qu'est-ce qui se passe dans un établissement où vous aurez plus de la moitié des résidents qui disent « moi, je ne veux pas être vacciné ». C'est tout à fait leur droit et j'ai toujours indiqué qu'il n'était pas question de rendre la vaccination obligatoire parce qu'au niveau de défiance, voire même de révolte a priori contre toute autorité officielle ou bien venant de la science officielle, une injonction à rendre la vaccination obligatoire, à se faire vacciner, aurait entraîné, je crois, une crispation encore plus importante. Donc, je préfère essayer d'utiliser ma salive, ma conviction, mon exemplarité, je vais me faire vacciner, pour convaincre les gens que pour se sortir de la mauvaise passe où on est, c'est ça. Maintenant, la priorité de vacciner les personnes dans les EHPAD, elle est incontestable. Si on avait assez de doses de vaccins, surtout avec l'arrivée du nouveau variant plus infectieux. Je pense qu'en même temps, il aurait fallu vacciner non seulement les personnels soignants des EHPAD, ça va tout à fait de soi, mais également les personnels soignants en général. Car le risque d'une nouvelle tension importante
de malades à l'hôpital, avec un virus extrêmement infectieux, fait qu'on a vraiment besoin de personnel soignant aussi immunisé qu'il est possible. Voilà ce que sont ces commentaires. Mais en effet, ce qui se passe là dans les EHPAD n'est qu'une illustration de tout ce dont nous nous sommes entretenus depuis le début de cette émission. Merci infiniment, professeur Axel Kahn, d'avoir accepté de participer à ce débat. Roland Quérol, vous vouliez dire